Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Quelques annonces à l'orée de cette émission. D'abord, c'est la dernière des émissions ordinaires de l'année, puisque nous entrons dans la période des traditionnelles émissions thématiques. La prochaine, diffusée donc dimanche prochain, sera autour de la biographie publiée par Julian Jackson aux éditions du Seuil du général de Gaulle. La suivante sera celle qui a été enregistrée en public le 8 décembre sur la géopolitique des séries avec Dominique Moïsi. Donc là, c'est le 29 décembre. Et le 5 janvier, une émission sur le voyage en question avec Jean-François Rial, fondateur et directeur ou président peut-être même de Voyageurs du Monde. La prochaine émission en public aura lieu le 12 janvier à l'école alsacienne et le lendemain, le 13 janvier, non pas à l'école alsacienne mais au Théâtre Michel, le lendemain au Théâtre Michel, nous enregistrerons la première de nos émissions hors série sur Paris. Il s'agit pour nous d'essayer d'enrichir le débat municipal, évidemment pas d'y participer. Il s'agit de mettre en perspective les questions qui s'imposent aujourd'hui et de ne pas oublier tout ce que l'histoire récente ou plus lointaine peut nous apporter pour essayer de comprendre quelles sont ces difficultés, quels sont ces problèmes, quelles sont ces perspectives. Ont déjà accepté de participer à cette série l'historienne de l'espace parisien Arlette Farge, la directrice du think tank de prospective urbaine La Fabrique de la Cité Cécile Maisonneuve, Alexandre Mouche, cofondateur de Vraiment Vraiment, qui est une agence de design urbain, et Alexandre Gady, historien du patrimoine. Vous pouvez trouver tous les renseignements nécessaires sur notre site. Vous pouvez aussi les trouver grâce à notre lettre d'information. Et pour vous inscrire, pour donner votre adresse e-mail qui vous permettra de recevoir notre lettre d'information, dont le numéro 2 vient de paraître, il vous suffit d'envoyer ladite adresse e-mail à lalettre-de-l'esprit-public@gmail.com. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui est consacré cette semaine à l'hubris des cadeaux de Noël et à travers cette hubris à la compulsion de consommation qui nous affecte tous et sur laquelle il est grand temps de nous interroger. Toutes les classes sociales sont affectées de ce comportement, nous dit Razmik Kecheyan. Cette faiblesse est consubstantielle à notre cerveau, explique Christophe André. L'e-commerce est encore plus riche de tentations que les grandes surfaces, soutient Vincent Chabot, tandis qu'Oriane Raffin donne quelques pistes pour un Noël sobre et qu'un extrait des choses de Georges Perec nous rappelle que cette hubris a été dépistée par lui il y a belle lurette. Nous vivons de vos contributions. Elles peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66% et nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité. Pour ma part, je remercie Bertrand Arcamon, Jean-Pierre Epstein et Bernard Godot. Marc-Olivier Padis. Je remercie vivement Philippe Leroux, Nathalie Focard, François Desrosiers et Marc Bourquin. Béatrice Gibelin. À mon tour de remercier Patrice Lemonnier, Micheline Dussan, Bruno Geoffray et Mathilde Soulez-Larivière. Nicole Niesotto. Nos remerciements à Dominique Pajot, Christian Pelletier, Louis Caillard et Olivier Bernard. Jean-Louis Bourlange. Moi, je remercie en notre nom Francis Jean, Sabine Jean, André Mao et Éric Nortier. Merci à elle et merci à eux et merci à celles et à ceux qui imiteront cet exemple admirable. Nous allons commencer par nous intéresser aux élections en Grande-Bretagne. Nous sommes vendredi matin, nous enregistrons vendredi matin et les chiffres que nous avons sont très suffisants pour savoir quelle est la tendance et même plus que la tendance. Il nous manque toutefois quelques petits éléments comme le taux de participation et la répartition géographique des suffrages. Il n'en est pas moins certain que les conservateurs britanniques
les conservateurs britanniques, conduits par Boris Johnson, ont remporté la majorité absolue des sièges au Parlement. Des 650 sièges aux communes, ils en obtiennent au moins 362 contre 317 lors du précédent scrutin en 2017. Tandis que les travaillistes de Jeremy Corbyn se sont effondrés à 203 sièges contre 262 en 2017. Corbyn, d'ailleurs, s'est déclaré vendredi très déçu du résultat des élections législatives, ajoutant qu'il ne conduira pas le parti aux prochaines élections. Le Premier ministre Boris Johnson avait convoqué ce scrutin après avoir perdu sa majorité au Parlement à la suite de désaccords avec son petit allié nord-irlandais du Parti unioniste démocrate et au sein de son propre parti conservateur sur la forme que devrait prendre le Brexit voté en juin 2016 par 52% des Britanniques. Pour l'hebdomadaire The Economist, ces élections ont représenté un cauchemar à cause de la radicalisation des deux principaux partis de gouvernement. Deux visions opposées portées par deux leaders impopulaires se sont affrontées durant la campagne électorale. Le conservateur Boris Johnson a garanti la sortie de l'Union européenne avec pour slogan « Get Brexit Done », réalisant le Brexit, tandis que le travailliste Jeremy Corbyn envisageait la sortie partielle de l'économie de marché, ce que l'hebdomadaire Courrier International résume en un titre « Les Britanniques choisissent entre un marxiste et un fanatique du Brexit ». Ils ont donc choisi le fanatique du Brexit, au terme d'une campagne électorale marquée, selon The Times, par l'amertume, les exagérations et les mensonges à un degré inhabituel. C'est ce qu'en anglais on appelle une litote. Et élu pour un mandat de 5 ans, Boris Johnson s'est félicité d'avoir obtenu un nouveau mandat fort pour faire le Brexit, qu'il peut mettre en œuvre au 31 janvier 2020. Toutefois, si en vertu de l'accord de divorce, Londres a jusqu'au 31 décembre 2020 pour négocier la future relation avec le club européen, ce délai semble d'ores et déjà quasi impossible à tenir et les experts parient sur une prolongation de la transition. Dès mardi 17 décembre, les nouveaux députés feront leur entrée à Westminster et pourraient avoir à se prononcer sur le Withdrawal Bill, c'est-à-dire l'acte législatif de retrait de l'Union européenne avant Noël. Sur cette question, Nicole Niesotto. Ouf. Mon premier mot, c'est sans doute celui-ci. Enfin, non pas que je me félicite du vote britannique, mais enfin, on est sorti de l'ambiguïté, de la confusion, de ce que certains, par exemple Denis McShane, appelaient la Brexiternity. Cette idée que le Brexit était un monde sans fin. Et donc, ça, c'est mon premier commentaire. Ensuite, il faut quand même insister sur ce que cette élection avait de hors norme et sur ce que la victoire de Boris Johnson a effectivement de spectaculaire. C'était une élection, entre guillemets, anormale dans le système britannique, parce que normalement, ils votent tous les 5 ans législatifs. Là, c'était la troisième élection, en 5 ans. C'était une élection qui était polarisée sur deux bad guys, non pas sur des programmes politiques, mais sur deux personnalités qui sont deux bad guys, Boris Johnson et Jeremy Corbyn pour le Labour, et dont la seule thématique électorale était pour les deux candidats le Brexit ou pas. Et donc, cette élection hors norme s'est traduite par une victoire écrasante de Boris Johnson. Que l'on soit ou pas favorable au Brexit, on ne peut pas continuer à croire qu'il ne se fera pas. Là, au moins, les choses sont claires. Et d'ailleurs, je ferai remarquer, ça fait 3 fois que les Britanniques disent qu'ils sont en faveur du Brexit. La première fois, le 23 juin 2016, quand ça a été le premier vote par référendum. La deuxième fois, en mai 2019, aux élections européennes, où les Brexiteurs ont gagné à une très forte majorité, en particulier Nigel Farage. Et la troisième fois, donc, les élections du 12 décembre, où à 43,6%, le Parti conservateur de Boris Johnson a remporté la majorité. Donc, il n'y a pas photo, si je puis dire. Le Brexit est fait, it's done, et il faut en prendre acte. Un mot aussi sur Boris Johnson lui-même. C'est un personnage qui n'attire, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, aucune sympathie, aucune bienveillance, et je pense que vraiment c'est un bad guy. Mais il faut quand même lui reconnaître une qualité d'homme politique exceptionnelle. Il a réussi, premièrement, à faire remonter le Parti conservateur à plus de 40%. Il a obtenu de Westminster exactement ce qu'il voulait, 2 nouvelles élections après un accord de fond
sur ce qu'il avait négocié avec Bruxelles, donc c'était très habile. Il a fait changer Bruxelles. Pendant 3 ans, on nous avait dit que le backstop était non négociable. Il a obligé Bruxelles à tout changer en une nuit, et finalement, aujourd'hui, les Européens sont très contents du nouvel accord. Et enfin, il a gagné les élections tout seul, et il va terminer le Brexit. Donc c'est quand même un homme politique que l'on admire ou pas, mais c'est un homme politique qui aujourd'hui, en tout cas, fait impression. Alors, maintenant, je disais en commencement, il était temps. Il était temps, pourquoi ? Parce qu'on va peut-être sortir d'un marasme des deux côtés, du côté de l'Union européenne et du côté du Royaume-Uni. Du côté de l'Union européenne, ça fait plus de 3 ans, parce qu'on avait commencé à négocier en 2015, ça fait plus de 3 ans que les Européens sont un peu, pour prendre un terme presque médical, sous l'emprise du Brexit, que pratiquement toute notre énergie, toute notre intelligence était accaparée par l'idée positive, bien sûr, de réussir la meilleure négociation sur cette histoire du Brexit. Et donc, les Européens traînaient comme un boulet cette espèce d'incertitude du peuple britannique. Et je crois que ça a eu un impact très négatif sur le nouvel agenda européen. Et donc, c'est très bien que l'on soit sorti. Mais pour les Anglais aussi, les Anglais étaient dans une crise profonde de leur système démocratique. Westminster n'était plus le représentant de la démocratie qu'ils avaient inventé au XVIIIe siècle. C'était un assemblage de clowns, de pitreries qui changeaient d'avis pratiquement tous les 15 jours. Et donc, on pouvait se demander si la démocratie britannique allait survivre au Brexit. Je crois que là, des deux côtés, du côté de l'Union et du côté britannique, on est sorti des deux risques majeurs, la crise de la démocratie britannique et la paralysie des politiques européennes. Je voudrais quand même rappeler le surréalisme politique dans lequel cette histoire nous a fait rentrer pendant 3 ans. Je rappelle, pour l'Union européenne, on les a fait voter en mai 2019, sachant qu'ils allaient partir. Ils ont élu 73 députés qui maintenant sont partis parce qu'ils vont donner la place à d'autres. Et donc, tout ça a été absolument surréaliste. Quand les Britanniques, en novembre, avec la nouvelle commission de Madame Ursula von der Leyen, n'ont pas voulu nommer de commissaire, ce qui était du bon sens, ils ont eu une procédure d'infraction lancée par le service juridique de la Commission. Donc, on est vraiment en plein délire. Et du côté du délire britannique, c'est un peu la même chose. Boris Johnson a obtenu en octobre 2 votes. Les parlementaires britanniques ont voté l'accord qu'il avait signé et le même jour, ils ont refusé de mettre en œuvre l'accord. Donc 2 votes totalement contradictoires. Et lui-même a envoyé à Bruxelles 2 lettres parfaitement contradictoires le 30 octobre disant « Je veux un report et ne tenez pas compte de ma lettre, je ne veux pas de report ». Donc on était dans un système délirant et je crois que vraiment, enfin, il est temps d'en sortir. Maintenant, que va-t-il se passer ? Alors, la fin du Brexit n'est pas la fin des incertitudes. On va rentrer dans un nouveau cycle d'incertitude, mais au moins une incertitude dont la finalité est claire, qui est la sortie la plus raisonnable possible du Royaume-Uni de l'Union européenne et la négociation d'une nouvelle accord de relations contractuelles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, on est dans une phase de transition. Premièrement, l'incertitude concerne la phase de transition, puisque logiquement, elle doit durer 1 an. Donc jusqu'en décembre 2020, l'Union européenne et le gouvernement britannique doivent trouver le nouvel accord qui permettra de mettre en œuvre les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais cette transition peut être prolongée encore d'1 an. Donc moi, je pense que ce sera prolongé. Donc on a jusqu'en décembre 2022. Mais là, je dirais, l'Union européenne n'est pas leader. Nous, on n'a strictement rien à demander, sauf l'absence de picorage dans le menu européen, mais ce sont les Britanniques qui diront ce qu'ils voudront. Donc c'est une négociation où les Britanniques ont vraiment la responsabilité de leur choix, mais c'est quand même une première incertitude. La deuxième incertitude pour l'Union européenne, c'est est-ce que ce succès du Brexit ne va pas redonner des envies à d'autres pays. Jusqu'à maintenant, on pensait que le bazar, entre guillemets, créé par le Brexit allait dissuader d'autres pays qui, il y a quelques années, auraient voulu sortir de l'Union européenne. Est-ce que finalement, cette solution à la fois légitime politiquement et juridiquement ne va pas réveiller les ardeurs de certains
pour sortir du Brexit. Autre incertitude pour l'Union, bien sûr, c'est est-ce qu'elle va récupérer les 40 milliards que la Grande-Bretagne doit de contribution au budget européen. Et je crois que c'est pas un détail dans la difficile négociation sur le budget européen qui va venir sur la table du Conseil européen dans les semaines qui viennent. On a également parmi les grandes questions, les grandes incertitudes de l'avenir, l'affaire, alors je ne parle même pas de l'affaire irlandaise, l'affaire écossaise. Un des grandes victimes du Brexit voté par le Royaume-Uni, c'est le risque évidemment de désunion du Royaume, que le Royaume devienne désuni pour deux raisons. L'Irlande, mais je crois que c'est un peu contrôlé, mais l'Écosse, parce que les Écossais veulent rester dans l'Union européenne. Et là, contrairement à la première négociation sur le type d'accord que l'on veut avec le futur Royaume-Uni, les Européens ont la main. Les Européens ont la main. Je ne sais pas du tout quelle est la réponse à donner, mais si l'Écosse fait un résultat favorable à l'indépendance de l'Écosse et à leur rentrée dans l'Union européenne, ce sera difficile pour les Européens de tenir un discours différent de celui qu'on a tenu vis-à-vis de la Catalogne. Marc-Olivier Badis. Oui, moi j'aurais quand même une pensée au passage pour les anti-Brexiters, ceux qui espéraient quand même toujours rester dans l'Union européenne. Malheureusement, ils n'ont jamais trouvé la stratégie leur permettant de revenir à un nouveau référendum. Ils sont restés divisés, ils n'ont pas trouvé de stratégie commune. Alors c'est vrai que le mode de scrutin britannique qui fonctionne à un seul tour supposait une adaptation très forte des stratégies des différents partis. Il aurait fallu carrément une alliance entre les Lib Dems, donc les libéraux démocrates centristes qui avaient vraiment levé le drapeau du maintien dans l'Europe, et les travaillistes, voire une partie des conservateurs, puisque une partie des conservateurs était hostile au départ. Ils n'ont pas été capables de faire ça en raison, sans doute en particulier, de l'équation personnelle de Jeremy Corbyn, qui est un idéologue farouche et d'ailleurs qui est lui-même assez anti-européen et donc qui n'a pas du tout permis une stratégie unifiée permettant d'éviter le Brexit. Donc c'est un échec pour tous ceux qui espéraient rester dans l'Union européenne. Les libéraux-démocrates ont reculé alors qu'ils étaient vraiment le parti du maintien. Et c'est difficile à comprendre parce qu'on a vu vraiment les plus grandes mobilisations pro-européennes dans des pays européens récemment, des très grandes manifestations à Londres, des signes d'attachement très très forts, mais qui n'ont pas trouvé de débouché politique, ce qui est quand même une sorte d'énigme, même si Nicole a eu raison de rappeler que finalement quand on met les votes en série, il n'y a pas d'ambiguïté. Le référendum, même si on peut contester la qualité du débat et le fait que c'était une décision éclairée, ce référendum a été quand même confirmé, vote après vote. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité très, très forte du leader travailliste, Jeremy Corbyn, dans cet échec. Et lui-même, finalement, a essayé de ménager différentes positions parce qu'une partie des électeurs travaillistes, et notamment les milieux populaires, ont été séduits par le discours anti-européen. Et donc, il a voulu rester proche de cette part de l'opinion. Et finalement, jeudi soir, le vote travailliste s'est effondré dans le nord du pays, là où les bastions travaillistes étaient traditionnellement les plus forts. Donc cette stratégie d'essayer de recoller aux classes populaires anti-européennes a complètement échoué. À l'inverse, Boris Johnson, qui a un côté un peu clownesque, effectivement, a révélé des capacités un peu inattendues. Il faut se rappeler que quand il est arrivé au pouvoir, il a failli faire exploser le Parti conservateur. Il a exclu du parti des figures très estimées et très estimables. Et finalement, là, avec ce résultat, il est renforcé et il aura le parti derrière lui.
Ensuite, dernier point, le nouveau cycle d'incertitude. Effectivement, je crois que le plus important, c'est le passage de la question irlandaise à la question écossaise. C'est-à-dire qu'on a parlé pendant très longtemps cette question du backstop. Il faut dire que Theresa May était dépendante des élus nord-irlandais du DUP, qui étaient extrêmement radicaux, extrêmement pour le rattachement au Royaume-Uni. Et là, eux-mêmes, en fait, ont été affaiblis. Donc, si un accord est trouvé sur la frontière, la question irlandaise va devenir plus de second plan. Mais là, vraiment, le résultat de ces dernières élections mettent en avant la question écossaise de façon remarquable. C'est-à-dire que là, le parti indépendantiste écossais, le SNP, a vraiment a pratiquement pris tous les sièges, en fait, pour les Écossais. Et la responsable du parti, Nicola Sturgeon, a bien dit qu'elle voulait maintenant un deuxième référendum sur l'indépendance, mais il faut que ce vote soit accordé par Westminster. Et là, je pense qu'on va rentrer dans un nouveau cycle de débat parlementaire assez complexe, parce que je pense que Johnson va refuser et ce sera considéré comme un déni de démocratie par les Écossais, et donc il y a encore des débats quand même très complexes qui attendent les nouveaux parlementaires. Béatrice Gible. Pour rebondir sur la question de l'Écosse, il est absolument... Enfin, moi, je prends tous les paris que Boris Johnson dira non à un deuxième référendum. Quand il y a eu la possibilité du premier référendum, Cameron était dans une situation qui était beaucoup moins confortable que celle de Boris Johnson. Il vient de remporter incontestablement une grande victoire. Bon, le système électoral y a contribué très fortement, mais il a remporté la grande victoire auprès des Tories et vis-à-vis de l'ensemble des électeurs britanniques. Donc, ce sera non. Même si les Écossais seront fâchés, même s'ils diront que c'est un déni de démocratie, la Constitution, qui n'est non écrite, mais qui est quand même comme ça en Angleterre, c'est par là que ça doit passer. Et seul le gouvernement et le Parlement peuvent autoriser un deuxième référendum. Et moi, je prends tous les paris, il n'y aura pas de deuxième référendum. En revanche, ils peuvent peser sur la situation des négociations qui doivent avoir lieu maintenant. Parce que c'est vrai que ce deuxième acte va être extrêmement compliqué. Et Nicole a dit très justement, maintenant c'est aux Britanniques de faire les propositions et nous, on va voir. Avec un certain nombre quand même de lignes rouges qui seront rappelées. N'oublions pas qu'on est quand même dans un contexte vis-à-vis de l'UE qui n'est pas le même que celui dans lequel le référendum a eu lieu. On vient de changer la commission. On est avec un nouveau leader qui prend des orientations, le pacte vert, par exemple, qui est en discussion, un rapport de force qui est quand même différent de ce qu'il était. Donc, la question, par exemple, du dumping social, que les Anglais pourraient mettre en place et qui poserait de grands problèmes. Quand ils ont dit on va faire un Singapour sur la Tamise, c'est pas évident que ça va se passer sans difficulté. Or, une grande partie de l'économie britannique, il faut quand même pas l'oublier, est quand même très imbriquée avec l'économie des pays de l'Union européenne. Donc, ils en auront aussi besoin. Pour l'instant, ils pouvaient faire un peu, j'allais dire, le matamor en disant allez, on en sort. Et comme l'a dit très justement Nicole, ouf, ça y est, on en est sorti, mais c'est maintenant que ça commence et que les discussions vont devenir extrêmement difficiles. Et là, d'une certaine façon, nos députés écossais peuvent jouer un certain nombre de cartes à ce moment-là. On dit que c'est la faute au fond de Jeremy Corbyn, mais je dirais c'est la faute des militants du Parti travailliste qui ont choisi Corbyn comme leader. Parce que si les deux frères Miliband, ils n'avaient pas été en désaccord comme ça, si l'un n'avait pas torpillé l'autre, on aurait peut-être eu un Miliband à la tête du Parti travailliste et l'histoire aurait peut-être été tout autre. Donc, c'est un parti qui a encore un grand nombre de militants par le biais des syndicats et qui sont eux qui ont choisi Corbyn. C'est bien les militants qui ont choisi Corbyn sur un discours très à gauche.
Et donc, il était un peu tenu par ceux qui l'avaient élu. En plus de ça, il était quand même sur une position d'un discours dit antisémite dont il s'est très très mal sorti, c'est-à-dire qu'il avait une très très mauvaise image. Et puis, quand même, un phénomène important, c'est que le nord de l'Angleterre s'est senti totalement abandonné par la politique conservatrice qu'il y a eu pendant, et même aussi par les travaillistes à l'époque de Tony Blair. Enfin, quand même des circonscriptions travaillistes qui ont voté à 66% pour le Brexit et qui étaient confrontés à cette arrivée de populations immigrées européennes dont ils ont eu l'impression qu'ils leur prenaient leur salaire et surtout qu'ils pesaient très fort sur les salaires, avec des salaires qui étaient très bas. Ça, il faut quand même bien l'entendre, si vous voulez. Et je regarde du côté français, il y a toute une classe populaire qui a voté aux européennes contre, en votant le Rassemblement national contre l'Europe, qui en 2005 déjà avait dit non, et qui au bout d'un moment se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être entendu? Je crois qu'il y a cette question-là est quand même extrêmement importante et on ne peut pas la balayer d'un revers de main. Un problème peut-être, celui de l'Irlande. Parce que moi, je crois beaucoup plus à la question qui va se poser en Irlande qu'à ce qui va se poser avec l'Écosse. Parce que n'oubliez pas que l'Irlande du Nord avait quand même voté majoritairement pour rester dans l'Union européenne. Et que c'est seulement la nécessité d'avoir une majorité qui a donné autant de poids aux 10 électeurs du DUP. Et ils ont perdu 2 voix. Deux sièges. Hein. Ils en ont perdu. Le Sinn Féin en a perdu aussi. Et montent des petits partis très locaux, on va dire, mais qui montrent que l'enthousiasme pour rester dans le Royaume-Uni n'est pas si net que ça. Et cette histoire de frontière qui passe entre les deux est aussi quelque chose qui peut donner l'idée que l'Irlande forme un tout. Dans la mesure où cette frontière, maintenant, elle est entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Et je pense que la question de l'Irlande est loin d'être terminée. Juste un mot avant de passer la parole à Jean-Louis Bourlanges, juste pour dire ma tristesse, je pense que l'Europe avait besoin de la Grande-Bretagne, je pense que la France a besoin de la Grande-Bretagne, je pense que les Français ont besoin des Anglais, je pense que c'est un pays dans lequel il faut regretter que maintenant, auquel il faut regretter que l'accès soit devenu plus difficile, de la même manière qu'il faut regretter aussi que les Britanniques ne puissent plus aussi facilement qu'ils ont pu le faire du temps où la communauté européenne et où l'Union européenne étaient ce qu'elles étaient jusqu'à jeudi, un pays dans lequel ils pouvaient s'installer, venir et voyager librement. Et puis, les commentateurs politiques français font quand même penser à cette chanson d'Alain Souchon qui s'appelle Poulailler Song, dans lequel on voit un certain nombre de gens qui voient au bout de leur jardin s'installer des créatures qui ne sont pas aussi bien habillées, aussi convenables, qui ne mangent pas la même nourriture qu'eux, etc. Et donc, on regarde Boris Johnson comme on a regardé Donald Trump, non pas pour voir la politique, ni les forces politiques qui sont derrière eux et qui les soutiennent, mais pour faire preuve de sa propre distinction en disant « Mon Dieu, mais c'est dégoûtant, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Enfin, not in my backyard. » Jean-Louis Bourlanges. Je voudrais simplement dire que si nous avons besoin de la Grande-Bretagne a aussi besoin de l'Europe, a aussi besoin de la France, a aussi besoin de l'Allemagne, tout autant. Oui, ça ne fait qu'accroître ma tristesse. Et ceci, elle va le redécouvrir. Je crois que tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous, Philippe, là-dessus, sur le commentaire. Je suis pas sûr que Nicole soit entièrement d'accord, elle le dira peut-être. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que c'est une perte énorme. J'ai toujours dit que le chef-d'œuvre absolu de la civilisation, c'était un Britannique pro-européen. C'est rare. C'est bon, mais des gens comme Duff Cooper ou des gens comme ça, c'était, il y avait des gens, Edward Heath, ou il y avait tout un ensemble de gens qui sont, non, c'est pas rare parce que le Remain reste, et je le maintiens, le premier parti du Royaume-Uni. Je vais y revenir. Alors moi, sur la victoire, d'abord, je crois que c'est une victoire indiscutable, extrêmement brillante de Johnson, pas très surprenante. Moi, vraiment, je me rappelle avoir discuté avec mon ami Yves Galland au mois de septembre. On se disait que globalement, on aurait peut-être un accord, mais que certainement, on aurait une victoire finale pour les raisons que vous avez indiquées. Je crois qu'il y a cette victoire est énorme, mais c'est frappant quand même en France
quand vous avez un raz-de-marée, comme cette fois-ci, ou avec l'élection de REM et du MoDem, comme c'était le cas en 1993, on a eu une majorité, il n'y avait même pas 60 socialistes, on a un vrai raz-de-marée. Ce qui est frappant dans le système britannique, et là on ne peut pas l'étudier parce qu'on n'a pas les chiffres aujourd'hui, mais c'est quand même le faible nombre des sièges qui sont en jeu. En fait, il y a une très grande stabilité. Et là, il y a une très grande percée conservatrice, mais ça se joue sur 50 sièges par-ci, 50 sièges par-là. C'est pas du tout les chiffres qu'on vit en France en mai 68, en 93 ou en 2017, où on a des effondrements totaux. Enfin, le Parti socialiste, il en reste presque rien, alors que le Parti travailliste subit une énorme défaite, mais il reste quelque chose. Je crois qu'il faut bien réfléchir à la différence. Et alors là, moi, je fais 4 remarques là-dessus, si vous me permettez. La première, c'est l'échec d'une stratégie que je qualifierais sans du tout l'imputer au président Macron, mais l'échec d'une stratégie macronienne, c'est-à-dire d'une stratégie de conjonction des centres. Je crois que ça s'explique par, à mon avis, les très grandes maladresses du Lib Dem, qui a notamment proposé un référendum comme ça, alors que les gens en avaient par-dessus la tête, au verrouillage des blairistes par la direction du Parti travailliste et à l'indétermination, pour finir, des gens qui, derrière Clark, One Nation, etc., étaient les opposants de Johnson et n'ont pas réussi à faire un véritable front central qui aurait pu peser directement sur les choses. Mais il y a aussi autre chose dans c'est la victoire, c'est l'importance, je crois, dans les neurones, dans les Britanniques, du two-party system. Je pense que la constitution britannique, les Britanniques ont inventé la démocratie, ils en sont conscients. La démocratie, pour eux, c'est identifié au Parlement et le Parlement au two-party system. Et donc, ils ont vraiment voulu rétablir ce lien entre cette prééminence du Parti travailliste d'un côté et du Parti conservateur de l'autre. Ils ont d'ailleurs échoué en Écosse, mais ils ont réussi magnifiquement en Angleterre. Et alors, premier facteur, je crois que c'est important. Deuxième facteur, c'est quand même la stratégie de Corbyn. Vous avez une lutte entre deux partis, dont l'un est absolument imprésentable. Vous avez évoqué l'antisémitisme de Corbyn. Je crois que c'est un élément. Mais moi, j'avais toujours trouvé absolument génial que Corbyn, quand on a été le péché pour être chef de l'opposition de Sa Majesté, avait installé son bureau dans un centre qui était le centre d'aide aux victimes, non pas du terrorisme, mais de la lutte contre le terrorisme. Quand même, c'est une position un peu paradoxale et difficile à vendre à un peuple qui est, comme le nôtre, assez traumatisé par un certain nombre d'attentats. Je crois que Corbyn avait 2 faiblesses. La première, il était, je crois, radical comme Mélenchon et incertain comme Glucksmann. C'est-à-dire indéterminé comme Glucksmann. Là, on voit bien mais c'est intéressant, l'échec du radicalisme, car il a formidablement réussi au sein du parti. Il a multiplié par 2 le nombre des adhérents en quelques mois. Il s'est vraiment imposé dans la base militante. Il a rétabli les liens avec les syndicats. C'est tout à fait impressionnant. Et donc là, on voit bien que ça bute, et ça devrait faire réfléchir à la gauche française, faire réfléchir la gauche française, qui a intérêt quand même à voir que les gens radicaux qui l'entourent sont pas forcément ceux qui lui vaudront des voix. L'indétermination est fondamentale. Il a été exactement, j'ai parlé de Glucksmann en France, j'aurais pu parler de Bellamy. Dans les 3 cas, ce sont des gens qui étaient incapables de se positionner clairement sur l'enjeu européen. Or, il y avait un besoin de clarté. Alors ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est effectivement ce besoin de clarté. Tout le monde voulait en sortir. Il y a eu, chez les adversaires du Brexit, il y a eu ce que Gaston Boutoul avait appelé le complexe de Damoclès. C'est-à-dire, on est tellement menacé par l'épée qu'on préfère se jeter sur cette épée pour sortir de la menace. Et les gens en avaient tellement assez de ce système qu'ils ont voté conservateur et Johnson. Et d'ailleurs, les premiers à avoir voté intellectuellement pour Johnson, c'est Bruxelles.
C'est le Conseil européen, ce sont les gens qui voulaient en finir, qui voulaient que l'accord Barnier soit conclu, soit mis en œuvre, qui voulaient arrêter ce cinéma, qui voulaient pouvoir lancer la politique de Madame van der Leyen sans plus tarder. Et donc, tout le monde s'est précipité vers une sortie. Et là, Johnson a été très bon. La quatrième raison, et ça, je crois que c'est très important pour l'avenir, c'est que je continue à penser qu'il y a sur le Brexit 3 partis et pas 2. Si je comparais aux familles, il y a des gens qui étaient pour le divorce, c'est-à-dire les Brexiteurs durs, des gens qui étaient pour le mariage maintenu, les Remainers, et des gens qui sont pour l'union libre. C'est-à-dire qu'ils voulaient continuer à fricoter avec l'Union européenne, mais sans être gênés par des liens juridiques trop contraignants. Le beurre et l'argent du beurre. Oui, mais absolument. Mais c'est pas du tout la même attitude. C'est des gens qui étaient d'accord avec nous sur l'Iran, qui étaient d'accord avec nous sur le climat, qui étaient d'accord avec nous sur la coopération économique, qui n'opposaient pas Singapour à Bruxelles. Enfin, bon, ces gens-là, ils existent. Seulement, ils en avaient assez. Ils n'avaient pas envie, parce que leur ADN politique n'est pas celui-là, ils n'avaient pas envie de subir la Cour de justice européenne. Bon. Et la force, la faiblesse de Madame May est d'avoir été incapable de susciter, de réaliser une alliance entre deux de ces forces. Il ne pouvait pas y avoir d'accord. Et ce qu'a fait Johnson, et ce qu'il a réussi magnifiquement, c'est de fédérer les partisans du divorce et les partisans de l'union libre. Du coup, on voit bien que l'accord conclu va être corroboré, mais l'incertitude est totale sur l'option finale que Johnson souhaite donner à sa politique au Royaume-Uni. Et là, on est parti. Ça peut très bien aboutir dans un an à un no deal. Et maintenant, donc, les incertitudes, c'est celle-là. La seconde incertitude, c'est l'Écosse. Je suis d'accord avec ce que dit Béatrice. Je crois que le niet sera total à un référendum écossais. L'Irlande, c'est plus compliqué. En plus, l'Irlande agit sur les Écossais, parce qu'elle a fait un pas vers l'autonomie à travers cet accord bizarre, et les Écossais disent on voudrait bien avoir la même chose déjà. Donc il va y avoir des tensions extrêmement fortes. Donc je pense que une étape est franchie, mais l'incertitude demeure. Nicole Lisoto. Oui, juste 2 points. Est-ce que je me réjouis, puisque vous avez eu Jean-Louis Je vous ai pas compromis, j'espère. Mais pas du tout, parce que je revendique effectivement un certain degré de réjouissance. Je me réjouis pour 2 raisons. La première raison, elle est conjoncturelle, c'est la fin de ces 3 années de confusion, de bazar, où ils étaient dedans et dehors, puis dehors et dedans, comme vous l'aviez dit vous-même, Jean-Louis, et qui a maintenu l'Europe dans une paralysie politique considérable. Maintenant, c'est clair, si l'Europe n'avance pas, ce sera essentiellement de la faute, de l'incapacité du leadership français d'amener avec lui ses partenaires européens. Jusqu'à maintenant, on pouvait dire c'est la faute des Anglais, ils disent toujours non à tout. Maintenant, c'est plus clair. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je me réjouis également parce qu'il faut quand même pas oublier que depuis 72, quand ils sont rentrés dans la CE puis dans l'Union, les Anglais ont joué le rôle négatif. Ils ont joué le rôle du faux ami, comme on disait en latin quand je faisais des traductions. C'était le faux ami par excellence. Et pour la France, c'était ce n'était un partenaire en dehors de l'Union européenne, un grand partenaire militaire, stratégique, etc. Mais au sein de l'Union européenne, c'était l'adversaire prioritaire. Donc pour ces 2 raisons, je me réjouis. Mais évidemment, je me désole également sur 2 plans. D'abord, historiquement, je considère que s'il y a un peuple européen, c'est les Anglais, beaucoup plus, par exemple, j'ose le dire, que les Hongrois aujourd'hui. Donc je me désole sur le plan historique. Je crois que vraiment que la place du Royaume-Uni, culturellement, philosophiquement, est avec nous. Et je me désole aussi parce que... La Hongrie aussi. Oui. Il faut qu'ils le prouvent plus que les Anglais n'ont plus à le prouver. Et je me désole aussi sur le plan philosophique. Je crois que le Brexit est exemplaire des ravages
de la mondialisation dans nos pays occidentaux, dans nos pays européens. Je n'ai pas le temps de développer, mais pour moi, il y a quelque chose de la phase destructrice de la mondialisation pour les vieilles démocraties. Elle est aussi illustrée par le Brexit. Je voudrais juste dire un mot sur, disons, votre tristesse, Marc-Olivier, Philippe. C'est vrai, je la comprends, mais autant le Brexit a commencé de façon accidentelle, on peut dire, parce que c'est David Cameron, pour des raisons de politique intérieure, qui a inventé ce truc et puis finalement a gagné contre son plein gré, si je puis dire. Autant il a commencé comme quelque chose d'accidentel, autant aujourd'hui, c'est une volonté politique assumée, répétée du peuple britannique. Et donc, les Européens doivent faire un effort. C'est un peu comme la deuxième onde sismique après un tremblement de terre. Il y a eu le tremblement de terre du 23 juin 2016, il y a maintenant la deuxième onde, qui est le deuxième tremblement de terre, c'est-à-dire la fin des illusions. Il faut arrêter d'être dans le déni du Brexit. Et je me souviens, Madame von der Leyen, en juillet, quand elle a été intronisée comme présidente de la Commission, disait qu'elle était encore prête à donner des délais au-delà du 31 janvier si jamais les élections n'étaient pas claires. Et donc, je crois que la chose importante pour les Européens, pour sortir justement de cette période, c'est de s'appliquer à eux-mêmes la fin du déni et de rentrer vraiment dans un état de deuil. Il faut faire le deuil de la Grande-Bretagne, au moins pour la génération qui vient. Après, on ne peut pas insulter l'avenir, mais je crois que ce travail, il est très important. Béatrice Giblet. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Nicole en disant ça va peut-être redonner des idées à d'autres puisque ce Brexit va se faire, alors pourquoi pas d'autres. Moi, je ne suis pas du tout sur cette perspective-là. Où elle me semble difficile à affirmer tant qu'on ne sait pas les effets de la sortie de l'UE pour la Grande-Bretagne. C'est là où on est sur le pari. Si la Grande-Bretagne s'en sort très bien, si l'économie se passe bien, si on peut réinvestir dans la santé, si on peut réinvestir dans l'éducation, tout ça, on ne sait pas vraiment comment les choses vont se passer. C'est notre très grande incertitude à tous, tant pour les Britanniques que pour les Européens. Si les choses se passent mal, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, forcément britannique, mais si c'est ça qui se passe, alors il y aura personne qui aura envie de prendre le modèle. Et puis par ailleurs, c'est une grande économique, l'économie britannique, et c'est pas forcément si facile que ça pour un pays, on va dire de l'Europe centrale, Hongrie ou République tchèque ou autre, de se dire qu'on va en sortir. Il n'y a jamais eu véritablement de discours, à ma connaissance, en disant qu'on voulait en sortir. Les seuls qui ont un peu agité ça, c'est quelques partis aux Pays-Bas. Mais pour le reste, on n'a jamais eu vraiment... Pardon ? Non, dans une partie de la Ligue du Nord, mais même pas toute la Ligue, parce qu'il y avait toute une partie de la Ligue qui était contre. Bon, donc, quand on regarde les choses d'un peu près, il n'y avait pas grand monde pour dire qu'il fallait en partir. Mais l'attitude des Britanniques depuis le début, comme tu l'as rappelé, Nicole, était une attitude... on n'y était pas allé dans l'enthousiasme, voilà. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, je crois que je suis un tout petit peu gêné par la façon dont Nicole dit « c'est fini, ça prouve que les Britanniques sont définitivement acquis au départ ». Je ne crois pas. Je maintiens que le Remain reste le parti le plus important en majorité. Il a une majorité relative, il n'a pas une majorité absolue, que la force de Johnson a été de combiner les deux autres partis, ceux du Brexit mou et ceux du Brexit dur, et donc on est encore dans l'incertitude. Et ce qui me fait penser que l'affaire est compliquée, c'est le vote des jeunes. Alors, je n'ai pas vu comment ils avaient voté dans cette élection, mais on voit bien ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. À la différence de ce qui s'est passé en France, où en France, les jeunes ont voté assez massivement contre l'Union européenne au moment du traité constitutionnel européen de 2005. Les jeunes britanniques ont massivement soutenu l'intégration à l'Union européenne, comme d'ailleurs l'avaient fait les jeunes Espagnols lors du référendum de 2005, il y avait eu un partage de voix très différent entre l'Espagne et la France. Donc, je pense que la génération qui vient n'a pas fait le deuil de son appartenance, de son attachement à l'Union européenne. Donc je crois que
autant je crois que Johnson a très très bien joué politiquement, autant je crois qu'au niveau des forces profondes, on reste quand même dans une assez grande incertitude sur le destin ultime du Royaume-Uni. Oui, il y a quand même une autre raison de s'attrister. Jean-Louis a rappelé tout à l'heure que Jeremy Corbyn, s'il a échoué à faire gagner son parti, ou même à faire gagner des voix à son parti, a réussi à augmenter le nombre des militants. Mais sur quelle base il l'a réussi? Sur la base d'un discours qui est un discours de matamore, qui est tout sauf un discours de programme, qui est en même temps un discours passéiste, qui est un discours qui fait référence à l'époque où le Parti travailliste était tenu par les syndicats et où les syndicats étaient suffisamment importants pour pouvoir peser très lourd, quelquefois d'ailleurs démesurément, dans la politique. Mais là, c'est un discours de revanchard. C'est un discours de revanchard, c'est un fanfaron, c'est un matamore, c'est un type qui ferait passer Philippe Martinez pour Raymond Aron, si on faisait des Ne faites pas portrait de Mélenchon autrement. Oui, ou qui ferait passer Jean-Luc Mélenchon pour Jacques Ellul ou pour André Siegfried, j'en sais rien. Mais c'est en dehors des aspects qui sont assez répugnants de son antisémitisme et de quelques autres attitudes. Jean-Louis a rappelé cet exemple extraordinaire d'aller installer son bureau dans le centre de lutte contre les victimes de la lutte contre le terrorisme. En dehors du caractère fort peu sympathique du personnage, qui après tout n'est en politique qu'un élément parmi d'autres, l'inanité de son action politique est elle aussi un sujet de tristesse. Béatrice Gibelin. Oui, je redis, il a quand même été choisi par les militants. Ça veut dire qu'il a quand même toute une base qui était très radicalisée. Et ça, il faut le regarder, à mon avis, d'un peu près. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il a fait un tort terrible au Parti travailliste. Quand vous dites que les jeunes ont été très mobilisés pour l'Europe, une partie des jeunes anglais. Parce que les jeunes du nord de l'Angleterre, très peu formés et en situation de chômage et de grandes difficultés, ceux-là, ils ne sont absolument pas... Il n'y a pas d'unanimité, bien sûr, mais il y a une majorité de jeunes, d'un côté... c'est dans le sud de l'Angleterre, incontestablement. Nicole Nisotto. Oui. Quand je dis qu'il faut faire le deuil de la Grande-Bretagne, je parlais de l'Union européenne. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est quand même la perpétuation d'une attitude de déni vis-à-vis du Brexit que les hauts responsables européens ont eu dès le départ et continuent d'avoir aujourd'hui. Et cette attitude de déni, elle risque d'hypothéquer les futures négociations. Moi, je crois que la pire des choses serait que dans le deuxième accord que l'on va faire avec le Royaume-Uni, on essaye insidieusement de nier le Brexit sur tel ou tel point. Et c'est cela que je crois dangereux. Il faut que les responsables, les plus hauts responsables européens acceptent l'idée qu'au moins pour la prochaine mandature, les Anglais sont sortis. En revanche, du côté européen, il y a donc une urgence politique, me semble-t-il, à ce que le Conseil européen définisse le socle des sujets sur lesquels on veut garder les Anglais le plus proche possible de nous. Il y a un Conseil européen aujourd'hui, j'espère qu'au dîner de ce soir, ils vont pouvoir donner... Aujourd'hui, ça voulait dire vendredi, au jour où nous enregistrons. Donc oui, nos auditeurs sauront si vos prédictions... Oui, le 12 et le 13, le Conseil européen... Méfiez-vous des prédictions. Oui, si elles concernent l'avenir, en tout cas... faut se méfier. Oui, mais en tout cas, l'idée de donner à Michel Barnier un socle de points sur lequel il est dans l'intérêt de l'Europe de conserver les Anglais au plus près de nous, par exemple, sur le terrorisme, sur la lutte antiterrorisme, sur les politiques de défense, sur la gestion des réfugiés. Je crois qu'on a, et plus... sur l'Europe technique, spatiale, Galiléo, on a intérêt à les garder. Sur la recherche, notamment pour ces jeunes dont vous parlez, les garder dans Erasmus, moi je trouve que ce serait vraiment absolument vital. Et donc, mais ça, il faut que le Conseil européen, très vite, définisse les quelques points sur lesquels il est vital de les maintenir, et après, d'accepter qu'ils prennent le large. Mais si on ne fait pas ça, j'ai très peur que l'ambiguïté dans la deuxième négociation, elle ne soit pas simplement du côté des Britanniques, parce que bien évidemment, ils seront divisés sur ce qu'ils veulent, du moins au début, mais que l'ambiguïté soit aussi du côté de l'Union européenne, et ça, je crois que ce serait une erreur. Je vous remercie. Il y a eu également des élections en Algérie, élections qui ont été marquées par une très importante abstention, et élections que nous ne commenterons pas seulement pour des raisons de temps, mais précisément parce que cette abstention montre que l'élection en elle-même n'était pas
l'objet d'une adhésion de la population, mais par contre, je voudrais signaler l'intérêt qu'il y a pour essayer de comprendre ce qui se passe en Algérie d'un livre dans la collection Sans question, L'Algérie en 100 questions, Un pays empêché. C'est un livre de Akram Belkaïd, notre confrère que nous avons eu l'occasion et que nous aurons, j'espère, l'occasion de nouveau de recevoir ici même. Nous sommes maintenant entrés dans la dernière phase de notre enregistrement, de notre émission, la phase des brèves. Je voudrais l'ouvrir en signalant qu'il y a au Cateau-Cambrésis, ville d'origine d'Henri Matisse, une très belle exposition, très charmante, très belle, très gaie, très intelligemment faite dans ce joli musée Matisse, de cette jolie ville d'ailleurs qu'est le Cateau-Cambrésis. Et puis, pour les Parisiens ou pour les Bruxellois ou pour ceux qui ne sont pas géographiquement trop loin, et compte tenu du fait qu'il ne semble pas que les trains marchent, ni même qu'ils doivent se remettre à marcher dans les jours, peut-être même dans les semaines qui viennent, si on va en voiture dans cette ville du Cateau-Cambrésis et qu'on va assister, on va regarder cette exposition, on a aussi la possibilité de passer par l'abbaye de Lompont, dans ce petit village qui est une magnifique et extrêmement impressionnante ruine. On a aussi la possibilité de visiter Soissons et la cathédrale de Laon, et la ville même de Laon, qui est une ville magnifique, étrange, parce qu'elle fait tout à coup, elle fait comprendre ce qu'a été le pouvoir central, enfin comment le pouvoir central a vraiment en a fini avec des villes qui étaient d'une importance considérable, géographique, militaire, et qui là tout à coup saute aux yeux parce que cette ville haute avec cette cathédrale qui se dresse. C'est le mouvement communal, c'est le massacre de l'évêque Gaudry. C'est comme d'habitude l'alliance du pouvoir central et des gens qui en avaient marre d'avoir un seigneur parce que le roi... Un évêque abusif. L'évêque était plus loin. Le roi est plus loin. Le roi a l'avantage de pas... Il faut qu'il fasse du chemin pour venir violer votre femme et votre fille, tandis que l'évêque... il est sur place. L'évêque, il se sert sur place, si je puis dire. Et Blérancourt aussi, le château de Blérancourt, qui avait été pendant la guerre un endroit où on recevait et on soignait les blessés. Le château de Blérancourt, il y a un musée franco-américain qui est naïf, et comme tel, qui est assez touchant. Saint-Just, le souvenir de Saint-Just. Et c'est là où Saint-Just est né. Il y a d'ailleurs, il y a un buste de Saint-Just avec une présentation, avec un cartel qui présente Saint-Just comme quelque chose entre l'abbé Pierre et le fondateur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Il faut dire que la naïveté des tenanciers du musée franco-américain, ce qui concerne Saint-Just, est absolument admirable. Marc-Olivier Padis. Je voudrais recommander pour les gens qui aiment les récits de voyage ou les ouvrages sur le voyage, un livre d'Olivier Remeau qui s'appelle Errance chez l'éditeur Paulsen, qui est en réalité une biographie de Vitus Bering, l'explorateur qui a donné son nom au détroit de Bering, donc qui sépare la Sibérie de l'Alaska, et à la mer de Bering et à une île de Bering. C'est un des seuls Quelle famille, personnages. Le détroit, la mer, la fille. C'est ça, qui a à la fois un détroit, une mer et une île, plus une ville. Et donc, au début du XVIIIe siècle, alors qu'il était danois, il a été chargé par le tsar d'aller explorer les confins de la Sibérie et de dessiner les limites de la côte. Et à l'époque, on ne savait pas, au début des Lumières, si le continent se touchait avec l'Amérique. On savait qu'on avait découvert, mais on ne connaissait pas bien les limites. Et donc, il part sans avoir vraiment de carte bien faite. Le long des fleuves, il découvre des peuples installés en Sibérie qui sont mal connus. Et donc, c'est le récit de ce voyage qui est très intéressant parce que c'est en même temps historique sur les outils de navigation, les moyens de se repérer, la naissance de la géographie d'une certaine manière. Béatrice Gibert. Pour rester dans la lignée de Marc-Olivier, il y a une exposition aux archives sur les premières cartes et comment l'ont dessiné les cartes. Et pour inciter, j'allais dire, au rêve et au voyage, c'est une très, très, très belle exposition qui n'est pas très grande, mais qui est extrêmement intéressante. Et puis, je voudrais faire une autre remarque. Je voudrais revenir sur Les Misérables, ce fameux film dont on a beaucoup parlé. Et à la fois, c'est une forme on l'a dit, de coup de poing, mais c'est les échos que j'en ai eu après qui me font dire qu'il faut faire attention parce que un certain nombre de gens, en particulier en province, ont l'impression que c'est ça
la banlieue. Et qu'on aura demain des situations qui vont être absolument abominables. Et il faut redire que c'est une fiction. Que c'est pas une présentation, un documentaire. C'est bien une fiction, et même si elle est faite très habilement, où on n'a pas les bons, les méchants, on voit bien un certain nombre de choses comme ça, mais donner à penser et que c'est ça aujourd'hui, alors qu'on a des situations beaucoup plus contradictoire, complexe, paradoxal, même si je ne nie pas un certain nombre de réelles difficultés et de discrimination, mais ne prenons pas Les Misérables pour un documentaire. Nicole Nisotto. D'abord, pour rester sur le voyage, je voudrais juste signaler une exposition là aussi qui se termine en janvier, je crois, au CNAM, au musée du Conservatoire national des arts et métiers, sur les globes terrestres du XVIIIe siècle, qui est une très belle exposition. Et puis moi, ma brève voudrait insister sur ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, sur les publications en matière de questions européennes de l'Institut Jacques Delors. L'Institut Jacques Delors a été fondé, comme son nom l'indique, par Jacques Delors quand il a quitté la Commission européenne en 96. Et ça n'est pas un institut français, même s'il est basé à Paris, c'est vraiment un institut européen par ses chercheurs, par son financement et par son programme. Et il y a, depuis les élections européennes, une série de publications extrêmement pertinentes. D'abord, un observatoire sur les élections européennes, et en particulier sur ce nouveau Parlement européen qui va faire et défaire les majorités sur différents sujets, dont Christine Verger est le maître d'œuvre. On trouve tout ça sur le site de l'Institut. Sur le Brexit, une série de blogs également, alors très intéressants, même s'ils étaient également très nostalgiques de la participation du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et enfin, un compendium fait avec l'Institut de Berlin, l'Institut Jacques Delors de Berlin, qui s'appelle les New Beginnings, et où les deux instituts, sur les différents sujets qui sont à l'agenda de la nouvelle commission de Madame von der Leyen, ont fait des propositions très précises sur l'énergie, la politique étrangère, le commerce, etc. Donc voilà, je pense que si on s'intéresse aux affaires européennes, le site de l'Institut Jacques Delors peut être de grande utilité. Jean-Louis Bourlange. Je peux que souscrire à ces propos. Oui, je voudrais signaler c'est magnifique, c'est une brève, mais c'est pour un très gros volume, le volume que vient de rendre public à nouveau, mais réédité, c'est la deuxième réédition, elle est tout à fait augmentée, modifiée, de notre ami Bertrand Tavernier sur les amis américains. Bertrand Tavernier est indiscutablement un de nos plus grands réalisateurs de cinéma. C'est aussi l'homme de France qui connaît le mieux à la fois le cinéma américain et l'Amérique en profondeur. Il a l'histoire américaine, les guerres américaines, et il a fait d'ailleurs un film aux États-Unis qui est tout à fait remarquable. Et là, c'est un énorme volume, admirablement iconographié, avec 800 photos, dessins, etc., qui sont tous magnifiques. Toutes ces photographies sont magnifiques à regarder. C'est une série d'entretiens avec tous les Américains du cinéma que nous aimons. Au moment où l'Amérique offre vraiment un visage, en tout cas sur le plan politique, qui est assez profondément déplaisant, je crois qu'il est excellent de se remonter le moral à travers le Tavernier pour voir à la fois ce qu'apporte l'Amérique au cinéma et ce qu'un regard aussi perçant, aussi aigu et aussi généreux que celui de Bertrand Tavernier peut en tirer. Ajoutons, pour enchaîner ce qu'a dit Béatrice avec ce que vient de dire Jean-Louis, que Bertrand Tavernier avait, avec son fils Niels, tourné un documentaire Au-delà du périphérique. Il avait passé 2 mois à Montreuil, dans la Cité des Grands Péchés, et que ce documentaire est en passe de devenir un DVD. Je vous le signalerai quand ce sera le cas, mais c'est précisément toute la nuance qu'il y a dans ce reportage de Bertrand Tavernier, dans ce documentaire de Bertrand Tavernier, et toute la prise en compte des forces qui, à l'intérieur de la banlieue, contribuent à la résolution des problèmes et non pas à leur aggravation, qui me fait penser à le signaler maintenant. Donc, la semaine prochaine, thématique, De Gaulle avec Julian Jackson. La semaine suivante, thématique, les géopolitiques des séries avec Dominique Moisy. La semaine d'après, thématique, le voyage en question avec Jean-François Rial. Le 12 janvier, émission en public à l'École alsacienne. Le 13 janvier, hors-série spéciale au Théâtre Michel sur
Paris. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour cette première de nos 3 thématiques de fin et de début d'année. Merci à Nicolas Tourneau, merci à Benoît Carré, merci à Sophie Jacquin, à Olivier Magloire, à l'arrière-boutique et à Adrien Beccaria, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes. Je ne vous dis pas que si vous nous soutenez en nous envoyant 30 € tous les mois, cela ne vous en coûtera que 10.